De vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité locale. Dans votre 19h ce soir, nous reviendrons sur le bras de fer opposant la municipalité de Chirongui aux parents d'élèves dans le cadre des rythmes scolaires au sein des établissements de la commune. La première veut maintenir le dispositif, les seconds continuent à réclamer son retrait. Le point dans votre journal. Bienvenue à tous, voici les titres de l'actualité de ce lundi 13 novembre. Alors que les délégués de parents d'élèves bloquaient les écoles et l'hôtel de ville de Chirongui depuis mercredi dernier, la maire a fait intervenir les forces de l'ordre. Les avis des deux parties divergent encore et toujours en ce qui concerne le maintien des rythmes scolaires. Et le ton est monté ce matin. Et explication. En grève depuis près de 3 semaines, grévistes et direction de MCG se sont réunis à la Diecte à 14 h. Objectif, trouver une issue favorable à ce conflit afin de mettre un terme au bras de fer qui oppose syndicats et direction. Plus d'informations au cours de cette édition. Elles étaient 8 samedi soir à concourir pour le titre de Miss Coco 2017. C'est finalement Maman Twaili qui a été sacrée reine de beauté senior de l'année. Nous avons souhaité faire un focus sur cet événement alliant modernité et traditionnel qui prouve encore une fois que la beauté n'a pas d'âge. En éducation, les rythmes scolaires, sujet de la discorde entre parents d'élèves et municipalité à Chirongui. Depuis jeudi dernier, les parents ont durci le ton. Les écoles de Chirongui 1 et 2 et la maternelle de Perouani sont restées bloquées, en plus de l'hôtel de ville. Des établissements qui ce matin ont vu leur réouverture grâce à l'intervention des gendarmes. Une réouverture dans un climat tendu. Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Les parents m'ont demandé de construire des salles de classe, je les ai construites. Les parents m'ont demandé de recruter du personnel, j'ai recruté une cinquantaine de personnes. 2 secondes. Les parents m'ont demandé d'acheter des frigos et des micro-ondes et des matelas, des chats, des tables. Vous devez les faire. Depuis 6 ans, vous avez laissé les écoles pourries. 50 personnes, je ne vais pas les licencier. Vous me demandez de jeter un investissement de tables, des chaises, des matelas, des micro-ondes, des frigos que vous m'avez demandé d'acheter. Vous avez laissé pendant 6 ans l'établissement des écoles de Chirongui pourries. On n'est pas d'accord de votre habilitation que vous êtes en train de nous faire là. Le ton est à nouveau monté du côté de Chirongui. À l'origine de la colère, ce matin, la maire de la commune a demandé au cabinet du préfet d'ordonner la réouverture des écoles bloquées depuis jeudi dernier. Une intervention des gendarmes qui a mis le feu aux poudres, mais que Roukia Lahadji assume pleinement. Au bout de plus d'1 mois et demi, 2 mois voire de blocage de l'école primaire de Chirongui 1, il fallait prendre une décision d'ouvrir les établissements scolaires. Parce qu'encore une fois, ici, lorsque ce ne sont pas les enseignants qui ferment, c'est la crise de l'eau ou les parents. J'ai voulu mettre en place le rythme en 2015. Ils ont dit qu'il n'y a pas suffisamment de salles de classe. J'ai construit les salles de classe, des nouveaux bureaux, de nouveaux locaux, des nouveaux sanitaires. Après, nous sommes venus en dialogue. Mais Madame le maire, on n'a pas de réfectoire. Achetez-nous, dans ce cas-là, des micro-ondes et des frigos pour mettre en place le rythme. J'ai acheté les micro-ondes, j'ai acheté les frigos. On n'a pas de personnel. J'ai recruté une cinquantaine de personnes. Il nous faut des tables pour les maternelles, pour les faire manger et des matelas. J'ai acheté les tables et les matelas en maternelle pour faire manger les enfants et les donner les moyens de repos. Et bien après ça, ils reviennent dire, eh bien non, on ne veut pas de tout ça. Licencier ces 50 personnes, jeter à la poubelle tout l'investissement, on veut 7h midi basse. Non, je ne peux pas. Du côté des parents d'élèves qui ont bloqué la mairie ce matin, la coupe est pleine. Ils réclament ni plus ni moins que la suppression pure et simple des rythmes scolaires et accusent la maire de trahison. Naenda vava sinambia ma ansinse papi antamba msikubali ritmu skolerio namsa ikubali ulewa wamtimwambia tsina suku ntotra yewa nyangu taleo mana tina konira bavuni ajanire ajanambia sonamba waida tioma nunu waida mwenyongo ndoni IPO. Il nous avait même mentir et trahir en disant que de 7h à midi, c'est bon. Finalement, ils forcent les parents pour laisser leurs enfants à l'école quand on était parti pour le 10h30 récupérer les enfants. Et c'est pas normal ce qu'on il les a volés, cette trahison qu'il nous a fait. Donc on n'a plus confiance à Madame le maire. Après des échanges musclés, une réunion a été programmée dans la matinée entre les parents d'élèves et le premier édile de la commune. Mais des divisions sont apparues et les parents n'ont pas réussi à se mettre d'accord quant aux 25 représentants qui allaient prendre part aux discussions.
La réunion a donc été annulée, même si du côté de la mairie, ce débat autour des rythmes scolaires dans la commune n'a pas lieu d'être. Moi, de toute façon, vous pouvez récupérer votre enfant à 10h30. Vous pouvez le récupérer à midi comme d'habitude. Moi, je le garde jusqu'à midi. Vous pouvez le récupérer à 14h40, puisque moi aussi, je les garde jusqu'à 14h40, voire jusqu'à 17h. Parce que de 10h30 jusqu'à 17h, j'ai du personnel qualifié, formé pour accompagner et éduquer les enfants. Donc moi, vous avez ce choix-là d'emmener vos enfants jusqu'à 10h30, jusqu'à midi, 14h40 ou 17h. Nous sommes à votre disposition pour les accueillir. C'est tout ce que je leur demande. Les semaines passent, mais le conflit n'est toujours pas réglé. Pire, l'incompréhension semble grandir entre une partie des parents et leur mère. Pour l'un des représentants du mouvement, il est hors de question de lâcher prise. Tu nous as pris entre nous le village pour ne pas taper avec nous. Nous, on ne va pas arrêter la grève. On va continuer jusqu'à la fin. Tu as des sous, on n'a pas de sous, mais on va jouer par notre expérience. Merci. Un bras de fer de plus en plus musclé pour des rythmes scolaires qui continuent de faire parler d'eux aux quatre coins de l'île. Et autre sujet de toutes les tensions dans le département, le port de Longoni. Ce lundi après-midi, grévistes et direction de MCG se sont retrouvés à la table des négociations à la Diète. Nouvelle tentative de dialogue pour trouver un terrain d'entente. On parlera de l'issue de ces discussions avec notre invité Jacques-Martial Henry, chargé de mission à MCG, juste après le reportage qui va suivre de Bastien Sabouret. La grève au port de Longoni continue. 3 semaines déjà que le mouvement a commencé. Une réunion a lieu à la Diète aujourd'hui de 14h à 17h entre la direction du port et les grévistes du délégataire MCG. C'est suite à l'intervention du conseil départemental que les différents protagonistes tentent de trouver un accord aujourd'hui. Du côté de la direction, on a trouvé la confrontation constructive. Je suis très satisfait. Les gens ont renoué le dialogue, les gens ont discuté d'une manière très responsable. Les agents de MCG en grève ont soulevé des problématiques très intéressantes et que nous savons tous que nous sommes dans une période de transition. Mayotte avance vers le droit commun et qu'il y a des superpositions des textes qui sont compliqués à comprendre. J'ai fait un courrier aux salariés qui met de la position de ça et que en fait finalement on a décidé, on fera une proposition de protocole de sortir, de voir s'il y a des choses qui peut avancer le dossier. Les agents grévistes de la MCG dépendaient auparavant de la CCI. Représentés par la CGT, ils revendiquent un complément de salaire ainsi qu'une réintégration des agents ayant obtenu une retraite anticipée lors du transfert à la MCG. En cette fin de réunion, les grévistes sont plus mitigés. Le premier point concernant la pénalité sur les salaires a mis fin aux négociations. Non, c'est très, moi je le qualifie que c'est une raison qui n'a rien qui est sorti. Parce que même le premier point que tout le monde l'attendait, ça a été déjà un échec. Donc, compte tenu d'échec du premier point, il y a la DIECT qui a proposé à Madame la Présidente d'aller faire une proposition d'un protocole et l'envoyer par mail comme ça qu'il puisse nous transmettre. À partir de là, c'est là qu'on va décider. Mais pour là où on parle, il n'y a rien qui a été signé. En attendant le projet de protocole, la grève continuera demain au port de Longoni. Ce dernier, une fois reçu, sera présenté au syndicat. Bonsoir Jacques-Martial Henry. Bonsoir. Bienvenue dans ce 19h. Vous estimez, Jacques-Martial Henry, aujourd'hui que la sortie de ce conflit est sur la bonne voie ? Oui, moi je crois que nous tendons vers la sortie de cette crise, de ce conflit social qui met en difficulté le bon fonctionnement du port. Même si le port fonctionne, mais on aimerait très bien que le port fonctionne avec tous ses agents. Et que je crois que nous traversons une période de transition. Nous marchons vers le droit commun avec une superposition de plusieurs textes avec des interprétations parfois très difficiles et très compliquées. Chacun interprète les textes à sa faveur et croit profondément avoir raison. Et je suis content d'ailleurs de la manière dont les discussions se sont déroulées aujourd'hui à la DIECT.
parce que il y a eu des techniciens de la DIECT qui étaient très clairs dans certaines affaires. Au mois de juillet, Mme Nel a payé toutes les primes qu'elle devait aux salariés. Et qu'il faut savoir que lorsqu'on dit qu'elle n'a pas respecté un protocole de sortie de crise datant du mois d'avril, c'est complètement faux, parce que la liste des primes qui ont été citées n'était pas déterminée d'une manière finie. Il y a eu des rajouts au mois d'août qui n'avaient pas fait l'objet d'une discussion préalable. C'est pourquoi on se retrouvait d'ailleurs dans cette situation. Les grévistes ont cru avoir droit, alors qu'aujourd'hui, dans les discussions, c'était très clair. Jacques-Martial Henry, les grévistes sont pessimistes parce qu'on parle d'un courrier de protocole qui devrait être signé, enfin rédigé par Mme Nel prochainement. Est-ce que vous savez à quel moment il sera envoyé ce courrier aux grévistes? Vous savez, à l'issue de la discussion, on a proposé. C'est pas Mme Nel qui s'est proposé pour rédiger un protocole de sortie de crise. C'est les partis qui étaient autour de la table qui ont proposé à Mme Nel de faire une proposition de protocole de sortie de crise. Elle a accepté? Elle a accepté de le faire. Et cette proposition, quand elle l'aura fini, elle va l'envoyer à la DIECT et la DIECT va le transmettre aux agents grévistes de MCG, qu'ils acceptent ou qu'ils n'acceptent pas. Mais toutefois, elle a manifesté le souhait que les agents reprennent le travail. Aujourd'hui, vous pouvez nous indiquer le contenu qu'il y aura dans ce protocole d'accord? Vous savez, par exemple, les agents réclamaient des informations sur une procédure en cours aujourd'hui parce que MCG a été cambriolé et on ne pouvait pas discuter sur une enquête qui a été confiée au parquet. Ce serait violer le secret d'instruction. Deuxièmement, sur le chèque déjeuner, et Mme Nel n'a jamais été contre la mise en place de chèque déjeuner. C'est le comité d'entreprise qui prend la décision et que dès lors que les tickets restaurants qui existent finissent, ils peuvent... ce qui bloque, c'est quoi? C'est le maintien des acquis qu'ils ont pu... Ça aussi, la DIECT a été très claire. Ouais. Le maintien des acquis et le complément des salaires, la réintégration des agents. Il ne peut pas y avoir de doublon. C'est-à-dire, l'agent garde ses acquis tant que le texte nouveau ne le remet pas en cause, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle en droit pénal, d'ailleurs, la rétroactivité in missus. Dès lors que la loi nouvelle est plus contraignante que la loi ancienne, vous gardez les éléments qui sont nés de l'empire de la loi ancienne continuent. Dès lors que ça vous donne un avantage, c'est-à-dire les textes nouveaux, en ce qui concerne les acquis, s'appliquent dès lors que ça te donne un avantage. Et eux, ils ont cru que le texte ancien et le texte nouveau, ils peuvent les cumuler. Et ça, la DIECT a été très claire. Deuxièmement, s'agissant des acquis par rapport à leur activité à l'époque de la CCI, il faut que ces acquis soient maintenus pendant une période de 12 mois. C'est-à-dire l'agent doit prouver par son bulletin de paye pendant 12 mois avant la signature, par exemple, de la DSP, qu'il avait ses acquis. Et or, aujourd'hui, il n'y a aucun agent qui a apporté cette preuve. D'ailleurs, quand Mme Nel demandait à la CCI de lui transmettre tous ces documents, la CCI a refusé. Elle a carrément saisi le tribunal pour obliger la CCI à lui fournir certains documents. Et il en va de l'intérêt des agents de MCG. Dernière réaction, Jacques-Martial Henry. Alors, le conflit, on ne sait pas s'il se terminera rapidement ou pas, mais c'est un conflit où vous avez tout de même réussi à mettre les dockers à dos, puisque la Fédération nationale des ports et docks menace, dans un courrier envoyé à la présidente de Mayotte, Chanel Gatoy Ida Nel, de bloquer l'ensemble des ports français
en solidarité avec leurs camarades. Écoutez, voilà. Oui, Ils savent même pas ce qui se passe à Mayotte. Ils savent même pas. Quand le CGT national revendique une mise en retraite à 55 ans, 55 ans, que le gouvernement leur accorde de départ à la retraite à 59 ans pour ceux qui ont fait 18 années successives et 60 ans pour ceux qui ont fait 15 années successives. Et qu'aujourd'hui, qu'il y ait des gens qui ont 62 ans qu'on doit mettre à la retraite, que eux là-bas qui revendiquent les 55 ans de mise en retraite, Vous estimez qu'ils se trompent alors dans ce combat? ils connaissent même pas ce qui se passe ici. C'est lui qui n'attend qu'une seule cloche, n'attend qu'un seul son. Merci Jacques Marcel Je vous d'être passé remercie. par ce 19h. En politique à présent, après un mois passé en métropole, le député de la circonscription de Mansour Kamardine est de retour sur le territoire. L'occasion de revenir sur ses 6 premiers mois au banc de l'Assemblée nationale, mais également son regard sur le climat social au sein de l'île et la politique menée par l'État à l'égard du dernier département de la République. Le point dans ce reportage. 6 mois après son entrée au Palais Bourbon, Mansour Kamardine reste offensif. Invité de la matinale de Kwezi, le député de la circonscription 2 est revenu sur le climat social au sein du territoire et n'hésite pas à dénoncer la responsabilité de l'État sur cette situation actuelle. Les conflits sociaux qui se pointent à l'horizon, tout ça parce qu'effectivement il y a un profond malaise au sein de la société. Et alors, donc l'État n'a pas assumé ses responsabilités vis-à-vis du 101e département, ça c'est clair. En matière de santé, le député demande à la sortie du conflit au CHM un ARS de plein exercice à Mayotte. La vraie difficulté c'est quoi? C'est que nous, on nous demande, on nous associe avec les Réunionnais alors que nos problématiques ne sont pas les mêmes. Vous demandez, je sais pas moi, vous demandez à un adulte de 60 ans d'accompagner un gamin de 12 ans en disant qu'ils ont les intérêts sont communs. Non, ils n'ont pas les mêmes préoccupations. Et donc je crois il est venu le temps effectivement que Mayotte ne soit plus la 4e roue. Un Mansour Kamardine également est désormais vigilant sur la politique de l'État à l'égard de l'île au lagon, après notamment les dernières déclarations du président de la République posant la question de la départementalisation. Les Mahorais sont très satisfaits de leur départementalisation. C'était le rêve de plusieurs générations. La vraie question que le président de la République ne s'est pas posée, est-ce que l'État a fait ce qu'il fallait, assumer ses responsabilités vis-à-vis de Mayotte? Et là, naturellement, les Mahorais lui répondent massivement non. Il y a à Paris, depuis toujours. Ouais. Il ne faut pas croire qu'il y a ceux qui disent, moi compris, j'étais de ceux qui pensaient que maintenant qu'on était département, tout était définitivement acquis sur cette question-là et qu'il n'y avait plus de risque. Je crois que nous faisons une erreur monumentale. Il faut continuer à rester vigilant comme l'ont fait les anciens parce que la question de la départementalisation est une question qui suscite encore débat, notamment aux plus hautes sphères de l'État. Durant près d'un mois, Mansour Kamardine est intervenu à 5 reprises au banc de l'Assemblée nationale. Et le parlementaire l'annonce, lors de sa mandature, il compte bien faire entendre la voix du 101e département en Hexagone. Pendant très longtemps, Mayotte était absente au Parlement, il faut le dire. Oui. Ce n'est pas tous les jours qu'on a eu à parler de Mayotte, tout ça. Et donc il y a, il y a une stratégie que j'essaie de mettre en place, bien évidemment en concertation avec les autres, une stratégie qui consiste à dire parler toujours de Mayotte. Parler toujours de Mayotte. Que Mayotte soit toujours dans le débat. Toujours dans le débat. Quand, dans les cabinets ministériels, dans les rapports parlementaires, partout quand on discute des affaires de l'État, de la République, on ait ce réflexe et Mayotte. Et les prochaines assises des Outre-mer sera aussi une belle occasion pour porter la parole du dernier département de la République. Il faudra que nous engageons, c'est un appel que je lance à toute la société, de s'engager notamment dans les assises pour aller apporter des propositions, des assises de l'outre-mer, pour proposer des solutions de développement. Il faut qu'on leur dise de manière claire, massive,
dans le cadre des assises, ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est quoi? Ce que nous voulons, c'est une piste longue qui assure la sécurité des passagers à l'aéroport de Pamandzi. Ce que nous voulons, c'est un port qui permet de créer un hub de développement, notamment maritime. Ce que nous voulons, c'est le haut débit sur l'ensemble du territoire parce que c'est un élément d'égalité des chances pour nos enfants. Mayotte française, le combat continue et le député de la 2e circonscription songe bien rester en première ligne. Dans votre 19h ce soir, une belle histoire, celle d'un jeune héros. Il y a 1 semaine et demie, la plage de Bambo-Est a évité un drame de peu. Alors qu'un événement culturel prenait place sur le sable, une fillette de 2 ans a failli se noyer dans le lagon. Fort heureusement, un jeune garçon de 16 ans s'en est rendu compte et a réussi à sauver l'enfant grâce au geste de premier secours. De quoi redonner du baume au cœur quant à l'héroïsme dont fait preuve certains adolescents du territoire. Je vous propose d'écouter le récit du jeune Hassani, honoré ce matin par le colonel des pompiers du département. J'étais à la plage, je profitais de la plage avec mes amis. Oui. Et c'est ainsi que j'ai aperçu un truc sur la mer. Mais j'étais pas sûr que c'était une fille. Je me disais peut-être que c'était juste un bout de bois ou un t-shirt. Mais je m'inspirais pas en confiance. Du coup, je me suis rapproché pour bien regarder ce que c'était. Et c'est là que j'ai aperçu la petite fille à 50 mètres. J'ai nagé, j'ai pris la petite fille dans mes bras, je l'ai amenée au bord. Et c'est là que j'ai commencé à faire le massage cardiaque. Je voulais le faire jusqu'à 30, mais j'ai fait jusqu'à 4. Et là, la petite fille a commencé à vomir de l'eau. Et là, il y avait des gens, je leur ai demandé d'appeler les secours, vite fait. Et la petite fille, là, elle a commencé à respirer. Je pense que effectivement c'est un héros. Alors, justement, c'est peut-être un premier signe hein, pour la suite, mais je vais lui remettre justement donc l'insigne des sapeurs-pompiers de Mayotte. Hein, donc, on le porte tous, vous savez, comme ça sur le côté. Donc, voilà, vous avez déjà un premier geste, peut-être un premier pas hein, vers quelque chose, j'espère, qui vous attend. Bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sony, bonsoir à tous. Alors Pierre, un comportement et des gestes rares qui méritent d'être soulignés et salués. Oui, assez brièvement, Sony, pour dire que déjà on le félicite parce que vraiment ce qu'il a fait c'est assez incroyable. Je suis pas sûr qu'on serait tous capables de le faire. Premier point, et puis deuxième point aussi pour appuyer sur le fait que c'est vrai que souvent on parle de la délinquance et on parle d'une jeunesse délinquante. Or, il faut quand même appuyer sur un point, c'est que cette jeunesse, elle n'est pas délinquante. Il y a effectivement plusieurs jeunes qui ont sombré dans une spirale infernale. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué parce que on parle beaucoup d'eux, mais il y a il y a des milliers de jeunes sur ce département qui sont comme lui, qui essayent de s'intégrer, qui essayent d'apporter quelque chose. Ils sont extrêmement demandeurs. Ils veulent participer. Lui veut devenir pompier. Il a sauvé une vie. Et puis ils sont des milliers comme ça. Donc c'est vrai que ces jeunes qui sont à l'origine de la délinquance, ces quelques jeunes, souvent ils prennent le pas sur tout le reste. Or je pense qu'il faut vraiment appuyer et dire non, ce ne sont pas tous les jeunes qui sont délinquants à Mayotte. Très loin de là. Effectivement, merci Pierre Bellucci pour ces précisions. Le reste à présent de l'actualité locale de ce lundi 13 novembre, c'est tout de suite dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Vainqueurs de la Coupe de France régionale le 14 octobre dernier, les Diables Noirs de Combani avaient la lourde tâche de représenter Mayotte au niveau national. Pour leur première participation au 8e tour de la Coupe de France, samedi, les footballeurs du département ont affronté le SO Romorantin, équipe de National 2. Les Diables Noirs ont été largement dominés puisqu'ils se sont inclinés 10 buts à 1 au terme des 90 minutes. 1230 spectateurs étaient présents au stade de l'Adoumeg, notamment des supporters mahorais, venus encourager leurs représentants. Mais cela n'aura pas suffi face à une équipe habituée à évoluer dans les niveaux supérieurs. A noter que les footballeurs du 101e département n'ont pas été les seuls à s'incliner lourdement. En effet, à l'exception des Réunionnais, toutes les équipes ultramarines ont été sèchement battues face à des équipes métropolitaines. Et Coupe de France toujours, mais en basket cette fois. Ce week-end, les finales régionales hommes et femmes ont eu lieu au gymnase de Pamandzi et c'est le basket club de Mtsapéré qui l'a emporté dans les deux catégories. BCM a une nouvelle fois montré sa suprématie, autant chez les filles que chez les garçons. Les filles sont allées chercher la victoire en prolongation 81 à 79 face à des joueuses de Chiconi qui ont tout donné jusqu'au coup de sifflet final. Du côté des hommes, le match a également été intense.
BCM et Vautour de l'abattoir étaient à égalité à la mi-temps 47-47. Dès la reprise, les Mtsapérois ont haussé le ton pour mener au score et s'imposer 91-86. Le village de Mtsapéré ira donc représenter Mayotte au niveau national. Chez les filles, le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu demain, tandis que le match est prévu le 9 décembre prochain. Du côté des hommes, les 16e de finale se joueront le 23 janvier 2018. Depuis 1954, chaque 20 novembre, la journée de l'enfance est célébrée partout dans le monde afin de promouvoir le respect et les droits des enfants. Le 20 novembre marque également le jour de l'adoption par l'Assemblée de la Déclaration des droits de l'enfant en 1959 et de la Convention relative aux droits de l'enfant signée en 1989. Cette année, le Conseil départemental, dans le cadre de ses missions de protection de l'enfance, organise une action en faveur des enfants en partenariat avec le service éducation pour la santé de la direction de la santé et de la protection maternelle et infantile, les communes, des associations, ainsi que toute personne souhaitant prendre part à cette journée. Le thème retenu cette année n'est autre que la place de l'enfant dans la société mahoraise actuelle. Chaque participant va ainsi pouvoir mener une réflexion autour de ce thème et l'articuler avec les missions respectives de chacun. Un peu de légèreté à présent pour terminer cette édition avec la dernière élection Miss Coco 2017. Samedi dernier, concours de beauté où nos grandes mamans ont défilé tout sourire sous le regard attentif d'un public venu en masse à Mtsapéré. Un événement organisé maintenant depuis 5 ans par l'association du village Maison Rurale Bahatinjema. Alors, qui est notre nouvelle reine des seniors? Résultat avec Adèle Laurent. Que la puissance, j'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Pour je m'en sors bien, si j'ai miraculeux. Samedi soir, les grands-mères ont mis le feu au plateau Mbalamanga de Mtsapéré. L'élection 2017 de Miss Coco s'est déroulée comme chaque année sous le regard d'un public fidèle venu apprécier les prouesses de ces dames. Fatima Msouaili nous rappelle l'objectif de cet événement annuel. On a un objectif de rompre l'isolement de nos seniors dans la commune de Mamoudzou. Le fait de sortir nos cocos, de défiler, de se rencontrer entre eux, ça leur permet d'avoir un échange, mais aussi un deuxième objectif, de pouvoir partager un moment intergénérationnel avec les enfants de la commune. Donc ça leur permet en effet lors de cette élection de s'exprimer à ce niveau-là. Et enfin, on n'oubliera pas la valorisation de leur beauté. C'est surtout pour ça que nous mettons chaque année cette élection pour leur valoriser, pour montrer que la coco mahoraise, elle est aussi belle. Et pour organiser un tel événement, il faut de la main-d'œuvre. Cette année, l'association Bahatinjema de Mtsapéré a reçu l'aide de Nyora Zamesso qui organise chaque année l'élection ambassadeur de Mayotte. Membre du jury technicien, responsable de la sécurité, l'association a fourni une aide logistique précieuse pour mener à bien ce beau rendez-vous. Nous coachons pendant plusieurs mois une dizaine de jeunes. Et comme nous avons déjà fait 5 élections, nous avons plus de 50 jeunes autour de nous. Et ces jeunes ont des projets, ne savent pas comment s'y prendre. Donc nous, on leur donne un coup de main en participant à des événements et en leur donnant l'occasion de voir qu'est-ce que c'est que le monde du travail. Revenons à présent à nos 8 cocos participantes qui ont donné un spectacle dynamique et touchant lors de cette soirée composée de 3 défilés. 3 passages en tenue différentes, donc en tenue de sport parce qu'elles sont fidèles à cette activité qu'elles pratiquent toute l'année. Ensuite, un deuxième passage en tenue traditionnelle parce que effectivement, c'est les Miss Coco de Mayotte, donc elles sont les combattantes des valeurs de Mayotte. Donc pour eux, c'est important la tenue traditionnelle. Et enfin, on les verra en tenue de soirée. Et à l'issue de cette soirée, c'est maman Twaili qui a été consacrée Miss Coco 2017. Alliant modernité et traditionnel, cette soirée a permis de mettre en valeur nos belles seniors qui ont su garder la forme, tant physique que morale. À l'instar d'Alissa Andati, la Miss Coco 2016. Miss Coco, Miss Coco, sabu na hija harima Miss Coco wamka hodar wamujivwa fete leran belewa venza tu aka atwa venza bare yorfanyi wana mujivwa stofis kumikamu una ladero yangu frai fete Allah akbar mfrahi girange za ustawi kamzuri.
Une élection réussie qui prouve, si besoin en était, que la beauté n'a pas d'âge. À rappeler que les cocos donnent rendez-vous à la bibliothèque de Cavani tous les derniers mercredis du mois pour un moment convivial où elles déclament leurs contes traditionnels. Des images et des dames effectivement de toute beauté. Ainsi va de l'actualité de ce lundi. Merci de votre fidélité. Tout de suite, Alexandra Marouane pour la météo. Retour de l'information demain avec la matinale de Kwesi à 6 h. Je vous donne rendez-vous à 19 h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Belle soirée à tous et à demain si vous le voulez bien.